Livre traitant de l'occultisme, de l'alchimie, de la magie et de divers sujets liés à l'ésotérisme. De l'étoile flamboyante par le baron de Tchoudi, conseiller au Parlement de Metz. Ce livre propose un catéchisme ou une instruction pour le grade d'adepte ou d'apprenti philosophe. Le livre aborde plusieurs questions et réponses sur l'étude des philosophes et la recherche des opérations de la nature. Il traite des principaux éléments de la nature et de leurs qualités. Il explore également le rôle des scrutateurs de la nature et les qualités nécessaires pour la classe philosophique. Le livre propose des réflexions sur la façon d'opérer quelque chose de plus excellent que ce que la nature a créé, en observant comment la nature elle-même s'améliore. Il discute également du rôle de la semence dans la création des choses et de son importance pour les philosophes. Le livre aborde en détail les premières matières des métaux, en mettant l'accent sur l'humidité de l'air, mercure, et la chaleur de la terre, soufre, comme composants essentiels. Il explique comment les éléments agissent pour produire cette semence et comment ils la jettent au centre de la terre, où elle est réduite et digérée avant d'être repoussée vers l'extérieur. Le livre souligne également l'importance de purifier la matière pour en extraire ses impuretés. Dans la maçonnerie, la nécessité de cette purification est représentée symboliquement lors de la première initiation du candidat au grade d'apprenti. Le livre met également en évidence l'importance pour le philosophe de faire attention au point de la nature et de ne pas chercher ce point dans les métaux vulgaires, car ceux-ci sont déjà morts. Les métaux philosophiques, en revanche, sont vivants et animés. Le livre aborde également la question de la génération des métaux dans les entrailles de la Terre, expliquant comment les forces des éléments se distillent et se subliment jusqu'à la surface, formant ainsi la première matière des philosophes. En résumé, ce livre audio présente un aperçu des concepts ésotériques liés à l'alchimie et à la philosophie de la nature. Il explore les éléments, les qualités, les semences et les processus de purification nécessaires pour atteindre des connaissances plus profondes sur la nature et ses opérations. La matière du monde était une vapeur humide, représentée par l'eau, qui est le véritable sujet capable de recevoir les formes. Ensuite, il remarquera que la lumière, symbolisant la forme universelle, a été portée par l'Esprit de Dieu pour donner naissance à la création. Le philosophe peut tirer de cette réflexion l'importance de la matière et de la forme dans toute création, y compris dans l'œuvre physique. Il comprendra que la vapeur humide, lorsqu'elle est purifiée et amenée à une souveraine fixité, contient la vertu nécessaire pour opérer de grandes transformations et guérir divers maux. En suivant la même voie que le grand architecte de l'univers, en observant comment le chaos a été débrouillé, le philosophe peut parvenir à la connaissance et à l'exécution de l'œuvre physique, visant à perfectionner ce que la nature a laissé imparfait dans le règne minéral, et à atteindre le trésor de la pierre philosophale. En analysant ce texte, on peut dégager les idées principales suivantes. Les artistes commencent à extraire la lumière de la masse confuse et dissipent les ténèbres qui couvrent la surface de la Terre. Il y a une irradiation et une séparation de la lumière et des ténèbres lors de la génération de tous les mixtes. La nature imite perpétuellement son Créateur. Le firmament sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Le Créateur crée la Lune comme un flambeau intermédiaire entre le haut et le bas, qui communique les influences célestes à la Terre. Il y a 3 cieux, le premier depuis les nues jusqu'aux étoiles fixes, le deuxième est le lieu des étoiles fixes, et le troisième est le lieu céleste sur l'eau. Chaque corps céleste tourne invariablement autour d'un axe sans décliner en raison du premier mouvement qui lui a été imprimé. Les eaux supérieures ne mouillent pas l'air en raison de leur extrême raréfaction. Le firmament est composé principalement d'air, qui est plus convenable à la lumière que l'eau. Le Créateur crée une lumière particulière pour donner lieu aux générations, qui est placée dans le feu central. Le feu central agit continuellement sur la matière humide et fait élever une vapeur mercurielle. Le soufre de la nature se forme par la réaction du feu central sur la vapeur mercurielle. Le sel marin se forme par l'action du feu central sur l'humidité aqueuse. Le philosophe sage doit imiter fidèlement son Créateur dans son œuvre physique, en reproduisant les étapes de la création. La pierre brute ou chaos est la matière de base à partir de laquelle le philosophe travaille. Le philosophe doit travailler avec un mercure qui n'est pas le mercure vulgaire, mais un mercure créé par la nature qui contient soufre et mercure réunis. Les maçons vénèrent les nombres impairs, notamment le septennat. Il n'y a qu'une seule opération dans l'œuvre, qui est la sublimation. Il faut faire attention à ne pas prendre les écrits des philosophes hermétiques au pied de la lettre, mais comprendre l'esprit derrière leurs mots. Parmi les livres à lire pour parvenir à la connaissance de la science, on trouve les ouvrages d'Hermès, le livre intitulé Le passage de la mer Rouge et l'abord de la terre promise, les écrits de Paracelsi, Raymond Lull,
le Turba Philosopho et d'autres auteurs médiévaux et modernes. Il s'agit d'un texte qui semble aborder des concepts liés à l'alchimie et à la philosophie hermétique, avec des références à la création, à la nature, aux éléments, et au processus de transformation. Il semble y être question de la transformation des métaux et de la recherche de la pierre philosophale, qui est un concept central en alchimie. Les termes tels que mercure, soufre, or, vapeur, métaux et nature semblent être utilisés dans un sens symbolique pour représenter différents aspects de la transformation alchimique. Cependant, sans plus de contexte, il est difficile de donner une interprétation précise de ces passages. Ce texte aborde des sujets philosophiques liés à la transformation des métaux et à l'alchimie. Les philosophes parlent de l'argent et de l'or, qui sont associés respectivement au mercure et au soufre. L'opération mentionnée consiste à extraire ces substances de leur état initial afin de les purifier et de les combiner pour créer une nouvelle substance. Le feu est un élément important dans ce processus, et différents types de feu sont mentionnés, tels que le feu naturel, le feu masculin et le feu féminin. La connaissance de la nature de la matière et de ses propriétés est essentielle pour mener à bien l'œuvre alchimique. Le texte semble aborder des sujets liés à la création de l'univers et à la science hermétique. Il mentionne la présence d'un Dieu sans forme et d'une nature inactive avant la formation du ciel, de la terre et de la mer. Il évoque également l'importance de l'esprit, de la quantité, de la loi et de la mesure dans l'ordonnancement de l'univers. L'auteur fait référence à l'alchimie et à la recherche de la pureté des éléments, en mettant l'accent sur l'importance du mercure et de l'esprit universel. Il souligne le rôle du feu dans le processus de transformation des métaux en or. L'auteur critique ceux qui utilisent des méthodes inefficaces et encourage l'utilisation d'un seul composé pour la réalisation de l'œuvre alchimique. Il évoque la nécessité de noircir avant de blanchir et fait allusion à la philosophie hermétique comme une science réservée à quelques initiés. Enfin, il remet en question le caractère réservé de la maçonnerie et soutient que la connaissance devrait être accessible à tous ceux qui la recherchent. L'auteur affirme que la découverte du grand œuvre est une réalité pour les maçons, et il exprime sa conviction en utilisant des termes tels que grande probabilité et constante. Il soutient que certains maçons écartent le mysticisme entourant les hauts grades maçonniques et se tournent plutôt vers une spéculation physique visant à établir les principes fondamentaux. L'auteur prend l'exemple des rose-croix, qui, selon lui, sont souvent mal représentées et encombrées de symbolismes pieux et lugubres. Il affirme que le véritable rose-croix se trouve dans la décomposition des mêmes symboles pour y découvrir les éléments de la science d'Hermès. L'auteur mentionne également le grade du phénix, qu'il considère comme étant largement surestimé. Il souligne que c'est au sage de rectifier les erreurs et que les maçons ont toujours été fiers de pouvoir aspirer à cette qualité et se parer d'un titre qui honore l'esprit, annonce la pureté du cœur et rassemble les ouvriers intelligents dont le but est d'aider et d'éclairer l'humanité. Veuillez noter que le texte original est assez complexe et peut présenter certaines ambiguïtés, et ses références spécifiques au contexte maçonnique. Cette synthèse est donc une interprétation générale de son contenu.